L'actualité aujourd'hui, c'est encore la guerre qui s'ajoute à la guerre. La Turquie, depuis 8 jours, mène une opération d'envergure contre les Kurdes des forces YPG du côté syrien. Vous qui avez interviewé Bachar al-Assad plusieurs fois, on ne l'entend pas beaucoup sur cette question. Ça l'arrange ou pas que la Turquie s'en prenne aux Kurdes et à son territoire? Quelque part, là, c'est une partie de billard à plusieurs bandes qui se joue, hein, c'est pas nouveau. Ce qui est en train de se passer avec les Kurdes, effectivement, il y a une partition compliquée entre les Kurdes et le gouvernement syrien qui existe. C'est une sorte de méfiance, mais en même temps, moi je l'ai vu sur le terrain à Alep, par exemple. À Alep, vous avez un quartier qui s'appelle Sheikh Maksoud, et qui est le quartier kurde, qui est tenu par le YPG. Aujourd'hui, il y a des accords entre le gouvernement syrien et le YPG pour contrôler ce quartier. Pendant la bataille d'Alep, les Kurdes ont été décisifs pour la fin d'Alep-Est. C'est eux qui ont appuyé l'armée gouvernementale. Donc, à d'autres endroits, en revanche, à Saka, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Il y a eu des combats entre l'armée syrienne et les Kurdes. Donc, il y a une espèce de méfiance. Mais il ne faudrait pas non plus, et ça, je pense que c'est une chose très importante à préciser, cette zone, effectivement, qui est attaquée, Afrin, donc à Saka, et les 3 cantons kobanés que Erdogan, enfin, en tout cas, les Turcs souhaiteraient pas voir disparaître, mais en tout cas ne veulent absolument pas voir une quelconque forme d'État. Ne serait-ce qu'un embryon d'État kurde. Ouais. Il n'y a pas des Kurdes qu'à cet endroit-là en Syrie. Vous avez beaucoup de Kurdes à Damas, vous avez aussi beaucoup d'Arabes dans la zone qui est ce qu'on appelle le Rojava, ce qu'ils appellent le Rojava. La ville de Raqqa, par exemple, est une ville arabe sunnite, et dans la vallée de l'Euphrate également. Donc c'est un peu plus compliqué. Montre aussi un peu toute l'hypocrisie, l'ambiguïté de ce conflit. Les Kurdes, par exemple, on est bien content de les avoir pour aller se battre contre Daesh, mais en même temps, les Américains viennent aussi pour les former, puis ensuite appellent la Turquie à la retenue. C'est assez paradoxal. L'absurdité absolue, c'est que d'abord, l'armée turque, la Turquie fait partie de l'OTAN, donc elle est alliée des États-Unis. Ouais. Elle lance une opération pour aller contre les YPG, donc qui font partie des forces démocratiques syriennes armées elles-mêmes par les États-Unis. Et pour leur opération, ils mobilisent des bataillons de l'armée syrienne libre. Donc, en fait, ils affaiblissent les défenses de la province d'Idlib, en gros, pour mobiliser les bataillons de l'armée syrienne libre, eux-mêmes équipés par les Américains. Ouais. Donc, vous avez une sorte d'absurdité qui montre une chose, en tout cas, à mon sens, c'est l'absence de stratégie des Américains. C'est-à-dire que les Américains sont tiraillés par des pulsions contraires, c'est-à-dire l'idée de montrer à la Russie et de montrer au monde qui reste la puissance dominante. Ils ont besoin d'être là-bas. Il y avait l'impératif de défaire l'État islamique. Maintenant, les États-Unis aussi, on le voit à travers Donald Trump, sont tentés par l'isolationnisme, c'est-à-dire se retirer. Donc, ils n'ont jamais trop su s'il fallait y aller à fond ou s'il fallait se retirer. La question des rebelles est pareil. On les a armés à une époque et puis on a arrêté. On les a insuffisamment armés, à mon sens, si on voulait qu'ils parviennent à quelque chose. Alors, la Russie, elle a une stratégie. Elle voulait à tout prix empêcher que Damas ne tombe dans les mains de Daesh. Elle voulait sauver son grand allié de la région, Bachar al-Assad, qui est fait aujourd'hui, début 2018. Vous l'avez interrogé à plusieurs reprises et vous écrivez sur lui, tout glisse en fait, il est inoxydable. Comment expliquez-vous qu'il est tenu avant l'intervention russe ? Alors, moi, je l'ai rencontré la dernière fois. Outre la répression, bien sûr, dont parlait Laïla Claire-Rabi. C'est un personnage très étonnant parce que au moment où je l'ai vu à 2 reprises pour une interview en novembre 2014, on voit les photos ici là, une interview pour Paris Match, et je l'ai revu en juin 2015 pour une discussion informelle, et je l'ai revu pendant 3 heures. À ces 2 moments-là, si vous voulez, on était à Damas, il ne se passait pas 10 minutes sans entendre une explosion où la ville était véritablement encerclée par les rebelles, les quartiers nord, sud, est, ouest. Enfin, il y avait quasiment, pour pouvoir prendre la route de Homs, on était obligé de passer par le nord. Enfin bref, c'était extrêmement compliqué et la ville, on avait le sentiment que la ville était assiégée. Et au moment où je le rencontre, d'abord, ça se passe dans un petit pavillon, pas très loin du palais présidentiel, mais pas dans le palais présidentiel. Et il sort seul sur le parvis. On est à 10 km du quartier de Jobar, qui est aux mains des insurgés, à 10 km du quartier d'Yarmouk, où il y a une présence de l'État islamique. C'est quand même très, très étonnant, cette espèce de... Ouais. Et puis, l'impression de quelqu'un qui
qui est certain qu'il va gagner. Un calculateur, Alors, un pragmatique. Moi, je n'en étais absolument pas certain. Je lui ai dit, vous ne contrôlez plus que 30% de votre pays, ce qui était la réalité à l'époque. Le fait est qu'il faisait preuve, et c'est peut-être aussi une de ses qualités, enfin, en tout cas, c'est d'avoir, voilà, c'est un type qui est extrêmement tenace. On l'a oublié un peu, on l'a vu, à mon sens, beaucoup trop comme un occidentaliste, quelqu'un qui était effectivement, qui manie les deux cultures assez bien. Médecin, il arrive au pouvoir en 2000 à 34 ans, il arrive de Londres. En réalité, à l'époque, tout le monde loue ce côté moderne avec une épouse, dit-on moderne également, Asma Assad. Ça reste un paysan alaouite qui est à la tête d'une communauté qui fait 10% de la population syrienne et qui gouverne une majorité. Ce type de structures de pouvoir sont arrivées et existaient aussi, par exemple, pour Saddam Hussein en Irak, où il y avait là une majorité de chiites. Donc cette disposition fait que on s'accroche au pouvoir et ça, cette dureté, on l'a pas vu. Voilà.